les RH ne sont pas vos amis. C'est clair, méfiez-vous. Ils sont surtout là pour vous pousser dehors quand ils n'ont plus besoin de vous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Quelles sont leurs tactiques, leurs techniques, leurs stratégies quand ils ont décidé de ne pas sortir le chéquier et de vous pousser à la démission. Parce que bien évidemment, c'est là que ça leur coûte le moins cher de se débarrasser de vous. Donc vas-y, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Déjà, quand on vous dit de vous méfier, rappelez-vous une chose, c'est que si vous êtes à votre poste, vous avez un salaire, vous rapportez quelque chose à l'entreprise. Donc, ce que regardent les RH, c'est le coût versus les gains. Donc, si vous coûtez plus que ce que vous ne rapportez, il y a de fortes chances qu'on vous mette dehors ou qu'on vous pousse à démissionner. Alors, ne regardez pas toutes ces vidéos qui vous disent « Ah, super, voilà les 5 raisons pour démissionner » ou alors « Voilà les 5 points à respecter pour une belle démission ». La démission, finalement, c'est se coucher sur cette indemnité, c'est se coucher sur l'assurance chômage et c'est partir, finalement, la tête un peu basse puisque on vous a mis dehors, vous êtes tombé dans le panneau. Oui, c'est clair. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le dur. On a 14 techniques, 14 stratégies, stratagèmes, je dirais, plutôt pour vous pousser dehors ou vous faire tomber dans un piège. Alors, il y a des choses qui sont assez insidieuses. Je vais commencer par là. Ce sont les rumeurs. Ok, bien souvent, que ce soit la direction, les RH, votre manager va pouvoir répandre des rumeurs contre vous ou laisser entendre des choses à votre sujet. Je vous prends un exemple. Par exemple, récemment, on me disait que une salariée qui était en télétravail, qui avait le droit à avoir des jours de télétravail pour des raisons personnelles, on va dire médicales et familiales. On parlait dans son dos quand elle n'était pas là. Mais elle n'avait aucun élément factuel pour pouvoir prouver tout ça. Donc, ça commence bien souvent comme ça. La musique, c'est de dire « Ah, pourquoi telle personne a le droit à tel avantage et pas tel autre ?» Donc, la rumeur, c'est une stratégie bien souvent utilisée pour commencer à un petit peu distiller tout ça là, ce bruit de « Bon, on aimerait bien vous mettre dehors et on aimerait bien que vous débarrassiez le plancher. » Ensuite, il y a la diminution des responsabilités. Les RH ou les managers vont vous pousser finalement un peu dehors en réduisant finalement un peu la voilure. Donc, vous pensez à un poste de manager, vous êtes responsable soit d'un projet, soit d'une équipe. Au fur et à mesure, on va décider de vous enlever quelques responsabilités. Donc, au début, ça peut paraître être une voie pour faciliter votre travail. Ça peut être un peu indolore, mais sans vous en rendre compte, à un moment, on va vous rendre un peu moins impliqué dans les sujets, dans le quotidien. Et donc, vous allez perdre un petit peu de la distance et vous serez un petit peu moins clé dans les activités, dans le quotidien de l'entreprise. Ouais, concrètement, c'est l'enfer étant avec de bonnes intentions. On va vous dire que c'est pour vous enlever de la charge de travail. Et donc, attention, c'est signe annonciateur. Hein, si on commence à vous enlever de certaines réunions, par exemple, ça veut dire des choses. Ensuite, il y a tout ce qui est... Alors là, c'est assez costaud. Ça veut dire que on est en train de préparer un dossier quelque part contre vous. C'est qu'on va tenter de faire témoigner vos collègues ou d'autres collaborateurs sur vous. Hein, et ils vont être un petit peu dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire d'un côté, c'est quand même l'employeur qui les paye. Les RH, c'est quand même les envoyés de la direction. Donc, on va leur demander je sais pas, souvent, on va dire que c'est une évaluation 360 de telle ou telle personne. On va dire que on va leur demander ce que vous pensez de la performance de tel ou tel collègue. Et bien souvent, ce seront ces témoignages qui vont être utilisés contre vous dans les semaines, dans les mois qui viennent pour essayer de constituer un dossier. Tu parlais de réunions auxquelles tu n'étais plus forcément très convié, bienvenue. Ça, c'est un quatrième point, c'est l'isolement. On va vous mettre en sorte de quarantaine, c'est-à-dire on va mettre un peu de côté sur des sujets, non pas qu'on vous les retire, mais on vous tient pas forcément au courant. Et donc, l'exemple des réunions auxquelles on n'est plus convié, des déjeuners auxquels vous n'êtes plus convié, des mails, des boucles de mails dans lesquels vous n'êtes plus, on vous met un peu sur le bas-côté, vous vous en rendez compte en disant « Tiens, c'est bizarre, j'ai pas été dans cette boucle de mail ou j'ai l'information un peu plus tard. » Attention à ça, on vous met un peu sur le côté. Oui, et totalement. D'ailleurs, c'est un petit peu à distinguer avec le placard, parce que le placard, c'est qu'on va vous donner un poste un peu vide
et bien dans le but de vous pousser à bout. Alors on sait que dans certaines boîtes ça fait partie du jeu parce que voilà, l'effet pyramidal fait que il y a moins de place en haut, et on se dit que ceux qui auront traversé cette période de disette seront les plus à même à être de bons managers. Bref, donc le placard aussi, évidemment, une des techniques pour vous pousser à bout, ou alors pour permettre de vous promouvoir à des postes à responsabilité. Alors on a des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures, et d'ailleurs je reprends le témoignage là d'une salariée qui travaillait chez la grande distribution. Je vais pas citer l'enseigne. On l'a menacée. Elle a reçu une menace. Alors évidemment, faut pas confondre la menace avec l'exécution de la menace. Ok ? Quand je dis menace, on l'a menacée, c'est-à-dire que sa direction, ses RH sont venus la voir et on lui a dit on a de quoi porter plainte contre vous auprès de la police, de la gendarmerie, parce que vous avez commis un vol. Et s'était rendu compte que dans le supermarché, il y avait des objets qui avaient disparu. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de vols dans les supermarchés, et ils avaient décidé de faire porter le chapeau sans preuve réelle contre cette salariée-là. Et donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que si elle démissionnait pas, elle serait elle ferait l'objet d'une plainte auprès de la gendarmerie. Et c'est ce qui s'est passé. La salariée a dû démissionner par crainte de voir sa réputation et d'avoir la honte sur elle, et elle s'est retrouvée sans rien. Donc ça, c'est vraiment un stratagème qui peut être très très fort. La menace, quelque chose de très grave d'ailleurs, et qui peut être utilisé parfois dans des cas un petit peu tendus par l'employeur en disant qu'il va porter plainte pour vous, pour vol par exemple, ou pour d'autres divulgation d'informations. Exactement. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est facile à mettre en place, c'est qu'on vous propose, on vous mute. On vous propose une mutation, donc géographique, ou alors on vous propose un nouveau poste, tout en sachant que parce que on connaît votre situation maritale, où on sait aussi que vous n'avez pas du tout envie de ce poste-là, vous allez le refuser. Et donc en fait, en le refusant, on va vous faire comprendre que si vous refusez, c'est un peu à prendre ou à laisser, il n'y a rien d'autre pour vous. Donc on vous pousse à refuser quelque chose et donc ensuite à démissionner. C'est assez simple et ça se voit très régulièrement. Donc à un moment, posez-vous la question. C'est à prendre ou à laisser. Ouais, c'est clair. Ils se servent souvent de ce refus-là de modification du contrat de travail pour justement envoyer une première sanction, et puis ensuite, pourquoi pas aller vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire faute. Donc c'est une des techniques assez connues, indirectes, où vraiment c'est un signe annonciateur. T'as autre chose ? Oui, bien sûr. Alors on a aussi tout ce qui est pression. Ok, on va chercher à vous mettre la pression sur, par exemple, le livrable, sur vos dossiers. On a aussi sur la déstabilisation. On va tenter de vous déstabiliser, parfois en utilisant des éléments personnels. On va vous dire, soit tu signes là, soit t'es pas content, la porte est grande ouverte. On a des choses comme ça. On va aussi retrouver des restructurations, des réorganisations où forcément on crée des espaces. Votre place, elle est plus très claire, et on va vous mettre dans une situation un petit peu difficile où vous savez pas trop sur quel pied danser et quel va être votre avenir. On utilise aussi les détails. Des procédés, parfois, je dirais un peu en dessous de la ceinture, pour appeler procédés vexatoires, qui vont chercher à titiller, à vous rabaisser, à taper sur l'amour-propre. Et par exemple, je prends un détail précis, c'est-à-dire qu'il y avait un salarié qui s'était mis en arrêt, et on doit, bien entendu, quand on se met en arrêt maladie, transmettre à son employeur un courrier précisant qu'on est en arrêt, mais rien n'est précisé dans la loi que l'on doit utiliser ou pas l'accusé réception de la poste. Et bien souvent, on ne connaît pas ces détails juridiques. D'ailleurs, finalement, si on travaille avec cet employeur, c'est qu'il y a la confiance. L'employeur a utilisé, dans ce cas-là, le fait qu'il n'y avait pas de courrier de la poste et qu'il avait fait porter la lettre par un ami, comme quoi il n'avait pas reçu cet arrêt maladie. Et donc, ils utilisent des détails comme ça, un peu insidieux, pour vous mettre dans une situation inconfortable. C'est vraiment l'idée de se dire, c'est un peu de la torture psychologique, si je veux utiliser un mot un peu fort, mais pour aller vers tout ce qui est perte de confiance, et utiliser comme ça des détails, des écrits, des faits, pour essayer de vous faire comprendre que votre place n'est plus ici, et qu'il serait mieux pour vous comme pour eux que vous débarrassiez le plancher sans faire trop de vagues, pour pas que ça éclabousse
non seulement vous, mais peut-être votre futur employeur. Et bien souvent aussi, on fait croire que il est possible de licencier quelqu'un pour perte de confiance. Je prends l'exemple, je sais pas, votre conjoint travaille chez un concurrent et on va vous accuser d'avoir divulgué des informations stratégiques à votre conjoint ou à votre frère ou à votre sœur et tout ça pour vous mettre la pression et en disant si vous voulez continuer à travailler dans ce secteur-là, il serait quand même bien que vous fassiez pas trop de vagues et que vous nous présentiez votre lettre de démission. Donc voilà un petit peu l'ensemble. Moi, il m'en reste encore quelques stratagèmes. Il m'en reste, j'en ai dit, oui, tu en avais d'autres. On avait encore 3. Alors, la suppression des avantages. Donc ça, c'est assez simple. On va gentiment vous faire comprendre que dans le contrat, vous avez le droit à une voiture de fonction, un ordinateur, je sais pas, du télétravail et autres. Et puis là, on vous les retire. On vous fait comprendre que c'est comme ça. C'est comme ça. Les choses ont changé. Les temps ont changé. Donc maintenant, si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte. Donc ça, c'est super factuel. Et il y a aussi le fameux bonus, je peux prendre l'exemple du bonus annuel ou la prime que vous aviez depuis 4, 5 ans, 7 ans même, depuis que vous êtes dans votre boîte. Vous l'avez toujours eu, puis ce coup-ci, non, vous l'avez pas. Motif, il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est un peu à la tête du client. Donc, il se cache derrière ça. Donc là, en fait, ça commence à vous titiller. Donc voilà, ça peut être un bon moyen. Ensuite, il y a l'augmentation des objectifs. Bon, c'est super simple. Exemple type, c'est un commercial, vous lui demandez de faire, je prends des chiffres ronds, vous lui demandez de faire 100, il fait 100, 105, ok, il a la prime, maintenant il fait plus 105, il doit faire 120, il va faire 125, et puis en fait à un moment il va s'épuiser. Et on augmente toujours de plus en plus, parfois de manière bête et méchante, et vous atteignez pas vos objectifs, donc en fait on vous met sous pression, et parfois c'est des performances qui sont irréalistes. Donc attention déjà, quand vous signez vos objectifs en entretien d'évaluation pour l'année suivante, ne signez pas n'importe quoi. Si vous savez que c'est irréaliste, il faut déjà le mentionner. Sinon, vous ne vous couvrez pas. Donc, vraiment, si vous avez des objectifs qui sont irréalistes, vous allez par vous-même partir parce que à force d'aller d'échec en échec, vous allez être fatigué et vous allez finalement vous prendre pour l'élément perturbateur ou l'élément faible. Et donc, vous allez prendre toute la responsabilité sur vous et vous vous dites, ok, je suis plus digne de travailler chez eux, donc je démissionne. C'est assez simple. Et enfin, il y a la pression et le harcèlement moral. Bon, tu parlais de choses un peu noires parfois. Ça arrive. Environnement toxique, on vous met une pression d'enfer, on ne vous lâche pas. C'est matin, midi et soir, c'est continuel. Il y a des horaires pas possibles le week-end et des deadlines qui se raccourcissent, des rendus qui sont parfois demandés régulièrement, des conditions qui ne sont plus celles qui vous permettent de vous épanouir et d'être efficace. Donc, des critiques, une pression non-stop, parfois être marginalisé, parfois être pointé du doigt, être accusé. Ce sont des choses aussi qui sont assez simples pour vous pousser à partir. Le marquage à la culotte. Ouais, on rappelle une chose, c'est que pourquoi en fait on veut vous faire partir. Parfois c'est manière économique, bêtement et méchamment, vous coûtez plus que ce que vous me rapportez. Parfois c'est aussi parce que vous ne fitez plus, comme on dit, vous êtes plus le bon élément dans ce poste-là, ou alors vous n'êtes plus en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, on ne vous aime plus. Peu importe. Pourquoi vous poussez à démissionner ? Parce qu'en fait, vous êtes libre de partir et vous partez sans rien. Oui, on vous fera un joli pot de départ. Oui, vous aurez une petite cagnotte. Allez, 5, 600, 1000 euros, ça dépend si vous êtes aimé ou pas. Et d'ailleurs, ça, tout le monde s'en fiche. Mais dites-vous bien une chose, c'est que à chaque fois que quelqu'un démissionne, c'est l'employeur qui y gagne. Du moins, dans cette vidéo, ce qu'on dit, c'est quand ils veulent se séparer de vous. Donc, et même, j'allais dire, un bon élément. Aussi, il est tranquille. Et il se passe pas rien derrière. Voilà. Vous avez fait ça, c'est pas, il vous a pas poussé à écrire cette lettre de démission. Donc, pour lui, c'est tout bénef. Alors, si vous tombez dans ce panneau-là, dites-vous que parfois, sur une émotion un peu forte, une impulsion, on va se dire, je pose ma lettre. Voilà, ça c'est ma lettre de démission. Tac, chef, je me casse. Ouais, ça va vous faire plaisir pendant 1 heure, pendant un jour. Et puis ensuite, rapidement, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est quand même bête, tout ce que j'ai fait pour eux, et ce projet, et l'argent que je leur ai rapporté, et l'équipe que j'ai montée, et ci et ça, et puis ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. On l'entend tous les jours. Tous les jours. Je ne veux pas partir une main devant, une main derrière. Je veux partir la tête haute. Je ne mérite pas de partir sans rien après tout ce que j'ai fait pour eux. J'ai donné ma vie pour eux. J'ai donné mon énergie. J'ai mis de côté ma famille. Toutes ces choses-là, ça va remonter, ça va ressurgir.
et ce sera trop tard. Hein. Vous serez parti. Ciao, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et ils auront gagné. Ouais, et puis il y a des cas un peu plus insidieux. Je vous prends l'exemple. Vous êtes cadre, vous êtes à des responsabilités. À un moment où vous arrivez, vous êtes sur un projet assez stratégique. La boîte a besoin de vous. Vous avez des demandes, vous voulez évoluer. Bon, la boîte n'accepte pas à vos demandes. Vous dites, ok, je claque madame, je me casse. La boîte vous retient. Pourquoi elle vous retient? Faut comprendre, elle a un intérêt derrière. Elle vous retient parce qu'elle veut que vous finissiez ce projet et elle a besoin de vous à ce moment-là. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enchérir. Ok? Elle va céder à vos demandes. Elle va vous dire, une fois que vous avez claqué votre DEM, là, ce qu'on appelle maintenant le loud quitting, elle va dire, ok, tiens, voilà la voiture de fonction, tiens, voilà, je sais pas, départ, voilà une prime. Vous allez dire, chouette, ça y est, ma carrière est repartie. Je suis sur les bons rails pour accéder au niveau supérieur. Sauf que, une fois le projet livré, ben là, vous êtes cuit. Hein. C'est-à-dire que la boîte, à partir de ce moment-là, elle va utiliser les stratagèmes dont on vous a parlé juste après. Elle va vous isoler, elle va vous retirer des responsabilités et elle va même vous retirer vos avantages. Ça, c'est rien, une voiture de fonction et autres. Et là, vous allez être mis sous pression. Hein. On va fermer un peu les écoutilles et on va mettre un peu la température. Un peu de tous les côtés, pim pam poum. La situation va devenir tellement inconfortable et pourtant, vous n'aurez aucune prise sur tout ça que vous allez, au bout d'un moment, rationaliser votre ressenti en se disant, bon, en fait, ma santé, c'est plus important que de finalement rester pour des avantages malgré la situation. Donc, vous allez vous dire, bon, il vaut mieux que je démissionne et vous allez tomber dans le ouin-ouin de bien démissionner. Bref, tout ce que vous avez pu voir chez les coachs RH et autres. Il n'y a pas de bien démissionner, en fait. La seule façon de démissionner, on perd tout. Et donc là, vous avez tout perdu dans cette anecdote-là. C'est-à-dire que vous avez fait un loud quitting, vous avez cru avoir gagné. Et puis, in fine, c'est vous qui partez de vous-même, finalement, par la petite porte, sans aucun avantage. Et eux, ils ont tout gagné. Donc, ils ont surenchéri juste pour que vous finissiez le projet. Et dès qu'ils ont plus besoin de vous, terminé, au revoir. Mais c'est un peu comme se rabibocher avec son ex, hein. Ça marche pas. Enfin, il y a un moment, ou alors dans des cas très, très rares, le truc, c'est que dès lors que vous savez que vous n'avez plus votre place ici, mettez en place une stratégie, avancez les tactiques et ayez une approche qui soit cohérente avec votre objectif. Celui de partir à tête haute. Donc, pour partir à tête haute, c'est un départ à l'amiable. Après, finir le projet, pourquoi pas? Vous allez au bout. Mais dans tous les cas, vous avez déjà acté le fait que à la fin, on se sépare. Ne cédez pas aux sirènes de j'ai une voiture de fonction, j'ai un petit bonus. Ça ne dure qu'un temps. Et puis surtout, ceux qui vous promettent ça, ils sont pas éternels. Le nombre de fois où le manager m'a dit « Ah, voilà, tu vas prendre ci ou tu vas prendre ça » et il a disparu, ça c'est ce que nous disent à chaque fois les clients. Ils nous disent « Oui, mais il m'avait promis ça » ou « La RH m'avait promis ça » ou alors c'était écrit que et les gens sont partis ou alors les écrits n'ont pas été suivis ou alors on vous sort à chaque fois la même chose. Ça c'était avant, maintenant les choses ont changé, si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Donc en fait, vous subissez. Donc pour ne pas subir, il faut se préparer. C'est comme dans tout. Vous allez à une date avec une nana, vous allez vous préparer un combat de boxe, vous allez devenir parent, vous allez négocier une rupture conventionnelle, vous allez acheter un appart. Si vous allez la fleur au fusil, ça va être le bazar. Et donc, vous allez perdre vos moyens. Et si vous perdez vos moyens, vous perdez finalement le momentum. Et le momentum, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas on verra ça en 6 mois. Non, c'est passé. Le train, il passe. Boum. Donc, si vous avez claqué votre DEM, là, comme dans l'anecdote que je donnais tout à l'heure, eh bien, ce qu'il aurait fallu négocier au moment où la boîte a essayé de vous rattraper et vous a donné des avantages, c'est un parachute. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si, à un moment, on n'est plus d'accord et on prévoit un exit en volée du fort. Et ça se négocie à ce moment-là. Ça se négocie parce qu'à ce moment-là, vous étiez en position de force. C'est-à-dire que la boîte était prête à faire des concessions. Mais une fois que le projet est rendu, ils n'ont plus aucun intérêt. Donc après, ils mettent la cocotte minute et ils attendent, tout simplement. Donc, ne soyez pas cette grenouille-là qui attend que l'eau chauffe pour un moment sortir, ce sera trop tard. Dès lors que vous pensez que soit vous êtes sur la mauvaise tangente, soit qu'on essaye par diverses techniques de vous pousser dehors, ok, prenez les choses à bras le corps en vous disant c'est maintenant. D'ailleurs, on répète tout le temps, quand on pense que c'est trop tôt, c'est que c'est le bon moment. Parce que quand on pense que c'est le bon moment, c'est souvent trop tard. Quand vous êtes en train d'être mis à feu d'eau par les RH et autres pour vous voir partir, c'est que c'est trop tard. Donc, préparez-vous. C'est assez simple. Nous, on vous explique comment faire.
il y a besoin déjà de faire votre bilan. Ensuite, il faut avoir un bon script et il faut savoir quoi répondre aux différentes objections. La plus connue, c'est si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Donc maintenant, il faut que vous soyez en mesure de prendre vos responsabilités parce que ça ne viendra que de vous. C'est pas eux qui vont du jour au lendemain vous dire au fait, tiens, partons à l'amiable avec un chèque. Tu veux combien sur le chèque? 1 ou 2 zéros de plus. N'attendez pas le énième plan de sauvegarde dans l'emploi, plan de départ volontaire. Il se peut qu'il se passe 10 ans avant la prochaine sortie négociée. Et peut-être que vous allez être même pas dans les postes qui seront éligibles. C'est ça. Donc, vous savez qu'il y a un moment, il faut passer à l'action. L'argent ne tombe pas du ciel. Ça tombera pas tout cuit. Donc, vigilance. On vous l'a dit, on a écrit plusieurs choses et on vous les a communiquées. Vigilance, les RH ne sont pas vos amis. Méfiez-vous de cette bienveillance parce que oui, quand ils ont besoin de vous, ils peuvent être bienveillants, mais vous êtes, comme je le répète à chaque fois, les personnes qu'on a au téléphone, un matricule, un maillon de la chaîne, un numéro, un badge. Ils ont dit quoi d'autre? C'est plusieurs expressions comme ça qui reviennent à chaque fois. Ouais, méfiez-vous de ces confidences. Ils vont souvent avoir ce rôle de confident, mais sachez qu'ils ont un rôle de pompier. S'ils sont avec vous, c'est que c'est leur priorité. Donc logiquement, s'ils sont là et qu'ils prennent du temps sur leur journée, qui sont déjà bien pleines pour vous écouter, c'est pas juste pour vous faire une tape dans le dos et vous dire ça va aller. Voilà, on s'arrête là. Non? Ouais, je crois qu'on a tout dit. Bon courage. Salut à tous.